Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Talking Catch numéro 5, votre podcast qui vous raconte toutes les news du monde du catch tous les mois. C'est désormais parce que avant on a voulu le faire toutes les semaines et franchement on n'a pas eu le temps. Donc cette fois-ci c'est mensuel désormais Talking Catch. Donc le principe c'est simple, c'est qu'on prend les meilleures news, alors cette fois-ci c'est les meilleures news du mois passé, et puis on les analyse, on donne notre avis, on essaie de débattre un petit peu sur les thématiques qui font l'actualité du catch en ce moment, et je suis accompagné comme d'habitude par la référence de notre équipe, l'homme à la mémoire catchesque incroyable, c'est Ringside. C'est Ringside. Salut les amis, ça va? J'ai plus la mémoire aussi vaillante qu'avant. Mais... c'est normal. C'est gentil de me présenter comme ça. Merci Hank. Donc voilà, au minimum c'est 5 news qu'on essaie d'analyser, commenter, tout ça. Et aujourd'hui, parmi les thématiques, on va parler de WWE 2K18, donc 18, le prochain jeu vidéo 2K. Hein, il y a des nouveautés à préciser. On a un changement de champion à la WWE en house show, un champion de SmackDown, on vous en dira plus. Et puis il y a le futur de la New Japan Pro Wrestling après leur petite tournée aux États-Unis qui apparemment a plutôt marché. Mais on va commencer par la plus grosse news. La plus grosse news de ces dernières semaines, donc là on va parler surtout des news de juin et début juillet, enfin bref. C'est Austin Aries, le départ d'Austin Aries. C'était une chute dans le peloton. Chute chez les cruisers. Chute chez les cruisers. Austin Aries qui du coup était la dernière grande rivalité de Neville dans les cruiserweight qui était quand même un des cruiserweight les plus populaires, et puis voilà, je veux pas dire une légende du catch mais quand même un grand nom du catch, était un peu en pause depuis Extreme Rules, depuis sa dernière défaite en fait contre Adrian Neville. Et on a appris donc ce 7 juillet par la WWE, un communiqué de presse, que il a été relâché par la WWE, qu'il n'est plus sous contrat et qu'il lui souhaite bon vent. Harris lui a répondu par SMS, c'est un très beau jour, et puis il a mis un petit smiley référence à son gimmick de la banane. Enfin bref, rien de vraiment significatif. Donc je rappelle que Harris est arrivé en fanfare à NXT en mars 2016 et il a pu ensuite s'illustrer dès novembre aux commentaires de la ligue Cruiserweight de 205 Live, puisqu'il était blessé, hein, une blessure à la cornée qui l'a mis hors du ring pendant je pense bien 6 mois, et ensuite il a eu cette feud avec Neville, mais il a perdu à WrestleMania 33, il a perdu à Payback et il a perdu à Extreme Rules. Sa dernière promo au centre du ring à 205 Live était assez révélatrice, j'ai trouvé, parce que il disait j'ai besoin de prendre un peu de temps pour résoudre quelques soucis que j'ai de nuque et de hanche, enfin il disait leg, et je ne suis pas autorisé pour l'instant à reprendre la compétition. C'était un peu l'excuse sûrement pour justement lui donner un peu de vacances, mais là c'est un départ total. Alors ma question, mon cher Ringside, parce que j'ai une question. Est-ce que d'après toi, le départ surprise d'Aris, est-ce que c'est juste un besoin de vacances et il a pas envie d'avoir la pression du contrat WWE, donc il préfère juste partir sans obligation? Est-ce que c'est la WWE qui fait plus confiance à Austin pour ne pas se blesser, parce que justement il a des blessures à répétition? Ou alors est-ce que c'est pour le coup un coup de nerf, un truc qui lui a pas plu, la façon dont il est traité, parce que finalement il a quand même perdu 3 fois de suite contre Neville. Il a pas vraiment eu il a pas vraiment eu une période où c'était lui qui dominait contre Neville. Il s'est fait quand même avoir. Donc ton avis? Ouais, c'est sûr que cet enchaînement de défaites, ça va pas pour monter un petit peu sa motivation, mais ce qui est à peu près certain, c'est que le fait qu'il soit cantonné à 205 Live et la division des cruisers, ça l'a pas mal démotivé. C'est quelqu'un qui avait quand même de grandes ambitions en arrivant à la WWE, et rester cloisonné comme ça chez les cruiserweight, c'est quelque chose qui a dû travailler au moral.
On couple ça à des blessures à répétition en état physique qui est peut-être pas au top parce que ça fait quand même des sacrées années qu'il est dans le circuit. On arrive à ce moment donné où la personne décide plutôt de J'ai eu un petit freeze. quitter le c'est comme ça. Wow. Ringside, je t'entends à moitié. Allô la régie. Tu me vois? Tu m'entends? Là, ça y est, je te vois, mais alors ça a coupé pendant 10 bonnes secondes. Donc il faudrait que tu répètes ta dernière phrase. Tu disais son traitement et alors son traitement et on va repartir sur autre chose. Donc voilà, le fait d'être cantonné au cruiser, de ne pas avoir de victoire, c'est quelqu'un qui avait quand même l'ambition de devenir champion. Voilà, c'est pas assez ce qu'on lui offrait à la WWE. On sait qu'en coulisses aussi, c'est quelqu'un qui est pas très corporate. Il a aussi plusieurs fois au long de sa carrière pensé à décrocher parce que le succès n'était pas au rendez-vous tel que lui l'espérait, parce qu'il se considère quand même comme quelqu'un qui a le potentiel pour être un main eventer et vraiment en haut de l'affiche. Il avait essayé notamment à une période d'être accepté dans Tough Enough, l'émission un peu de télé-réalité avec des rookies de la WWE, les ancêtres d'NXT un petit peu. Ça n'avait pas fonctionné, donc déjà à l'époque il avait pensé décrocher. Il y a eu d'autres époques aussi. Voilà, là il a eu son ouverture à la WWE, mais alors c'est pas une super période pour lui parce qu'au final il est coincé chez les cruiserweight. C'est chez cette année émission la 205 Live. Voilà, tout simplement c'est pas assez pour lui. Il y a des personnes qui peuvent pas se contenter de rester comme ça dans la mid-card, dans la low-card. Il espérait plus, il l'a pas eu, il décide de partir. Voilà. D'accord. Ouais, tu penses que c'est vraiment, pour le coup, c'est une décision réfléchie et c'est pas, enfin c'est un truc sérieux quoi. C'est pas juste une petite pause ou c'est pas juste c'est de sa propre initiative. Le fait qu'il casse son contrat quand même, tu fais pas ça à la légère. Hein, parce que là, il casse son contrat, il s'en va. C'est pas, on n'est pas, je sais pas, sur quelque chose qui est lié à une blessure. J'imagine que c'est pas la WWE qui casserait non plus le contrat qui déciderait de se séparer de Austin Harris, sachant que Austin Harris, quelle que soit sa forme ou quoi que ce soit, c'est un nom qui fait vendre des places. Donc voilà. Juste petit détail qui va permettre de faire une transition vers la deuxième news. Il était prévu de voir donc Austin Harris contre Neville au show de la WWE du Madison Square Garden le 8 juillet dernier et donc Austin Harris a été remplacé par Cedric Alexander. Oh. Quel remplacement de choix. Et donc c'est l'heure de la deuxième news, seulement deux, puisque la deuxième news c'était Jay Styles qui est nouveau champion US. Vous ne l'avez sûrement pas vu à la télévision puisque ça n'a pas été diffusé. Kevin Owens a perdu son titre lors de ce house show du Madison Square Garden donc le 8 juillet dernier. Il devait avoir en fait au départ un match pour la ceinture. Tandis que ton image freeze et qu'on a l'impression que tu dors. Donc, il devait y avoir un match à Battleground le 23 juillet pour la ceinture US. Et donc finalement, en fait, AJ Styles a réussi à avoir ce match avant en house show. Il y en a certains qui interprètent ça comme étant peut-être un signe que Kevin Owens était blessé. Donc du coup finalement ils ont dû filer la ceinture en vitesse et puis ils vont sûrement trouver un autre programme pour le pay-per-view. La dernière fois qu'on a eu ça à la WWE, c'était Samoa Joe contre Nakamura à Osaka pour un show de NXT.
Et par contre le match avait été diffusé un peu plus tard. D'ailleurs j'ai l'impression que le match avait pas été diffusé en sens inverse et du coup c'était un peu confus. Genre ils avaient diffusé le match qui était en Australie, ils avaient une tournée qui passait en Japon, en Australie, et je crois qu'ils avaient inversé les matchs et c'était un peu n'importe quoi. Enfin en tout cas c'était pas facile à suivre au niveau de... Parce qu'il y a des changements de titre quasiment toutes les semaines. Mais bref, c'était la dernière fois qu'ils ont fait ça. Est-ce que tu penses que c'est pour Kevin Owens, ou alors est-ce que c'est juste une question de faire plaisir au public du Madison Square Garden et de faire un peu le buzz et de dire en house show il se passe des choses, ce qui est faux, hein. Enfin franchement on le sait. Parce qu'à part ces énormes house shows, il y en a 2 par an, mais sinon donc voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de ce genre de choses? Est-ce que c'est volontaire? Enfin je veux dire, est-ce qu'ils avaient prévu le truc depuis un bail? Ou et est-ce que ça te dérange? Alors moi ça me dérange pas, mais des informations que j'ai, c'est une décision de dernière minute. Donc je pense que ça doit être lié quand même à un problème de blessure au niveau de Kevin Owens, sachant qu'ils ont fait aussi l'house show du Madison Square Garden, c'est un house show de Raw en fait. Ouais. Et AJ Styles et Kevin Owens, ils sont censés être à SmackDown. C'est vraiment une décision qu'ils ont faite à la dernière minute. À mon avis, Kevin Owens doit avoir besoin d'une opération, d'un truc comme ça. Peut-être pas quelque chose de trop grave non plus, parce que il a catché quand même. Hein. On sait qu'il s'est blessé au dernier pay-per-view, mais il a quand même catché les semaines dernières. Et là, il a quand même fait un match contre AJ Styles. Donc il y a peut-être quelque chose qui nécessite quand même une opération, mais qui est peut-être pas gravissime. Mais en tout cas, qui risque de l'écarter des rings pendant un moment. Donc c'est l'habituelle technique de la WWE de transformer un mal en un bien, hein, c'est-à-dire que du coup pour ce gros house show là du Madison Square Garden qui est pas anodin, on va avoir du coup un changement de titre assez important, ça fait le buzz, tout le monde parle que de ça depuis tout le week-end. C'est plutôt bien joué de la part de la WWE si c'est lié à une blessure, hein, mais Ce qui expliquerait du coup, j'ai cru lire, alors je n'ai pas creusé là-dessus, mais il me semble que AJ Styles a dit quelque chose comme je compte pas donner un rematch à Owens tout de suite. Donc voilà. Ce qui est un peu heel comme réflexion, mais bon. C'est sûr. Mais on sera fixé, je pense, à SmackDown assez rapidement si Kevin Owens s'est écarté des rings pour une raison ou pour une autre, c'est qu'il doit sûrement aller se faire opérer. Alors après, j'espère qu'il va pas rester loin des rings trop longtemps, hein, parce que sinon, là, ce sera vraiment une mauvaise nouvelle. Ouais, la face de l'Amérique. On va passer à la news numéro 3. Je ne sais plus viser la webcam. Si vous nous entendez, vous vous en foutez. Mais voilà, il y a la vidéo sur ce podcast. Donc les news sur WWE 2K18. Donc il y a beaucoup de journalistes, youtubeurs, tout ça qui ont été invités il y a environ une semaine. Donc fin juin par 2K du coup pour aller voir une présentation. Alors c'était même pas une présentation vraiment du jeu, c'était plus une espèce de PowerPoint dans une salle où on leur a expliqué un petit peu les nouveaux modes et les nouveautés de WWE 2K18. Tout ce qu'ils ont vu, je crois, c'est une entrée, mais c'est vraiment un truc qui durait 10 secondes, sinon ils ont rien vu quasiment du jeu. Par contre, ce qu'on sait, donc je vais citer un peu les nouveautés. Bon, déjà vous savez, si vous suivez un minimum Raw, Seth Rollins c'est sur la couverture. Et c'est le premier jeu WWE 2K qui sortira pas sur PS3 ni 360. Donc du coup ils promettent un nouveau moteur de jeu. On a donc du coup pour le mode créatif la grosse nouveauté en fait au niveau création dans le prochain 2K, c'est on pourra créer un type de match. C'est-à-dire qu'on pourra utiliser des paramètres, finalement on pourra faire comme les sondages de la WWE où ils nous demandent dites on a créé une stipulation, on sait pas ce que c'est, dites-nous qu'est-ce que ça doit être.
On a créé merde, comment c'était quoi déjà? House of Horror, voilà. On a créé la House of Horror, mais le truc c'est qu'en fait on sait pas ce que c'est. On a 3 semaines pour avoir une idée. Est-ce que vous pouvez nous aider? Donc du coup créer le match de 2PS. On aura aussi eu de nouvelles options mais que j'ai pas noté parce que c'est genre plus de costumes, plus etc. Donc le My Player, la création aussi de joueurs. Cette fois-ci ça va se baser sur des styles de combat. Donc on aura High Flyer, Brawler, Technicien, tout ça. Le mode Ma Carrière, donc ça sera plus scénarisé apparemment, plus de possibilités d'aller backstage, enfin plus de décors backstage et d'interaction. Oui, donc du coup d'interaction avec d'autres superstars. Alors ça, ils n'ont pas encore précisé. Une grosse nouveauté, c'est un mode multijoueur qui s'appelle Road to Glory, et en fait, ça sera des tournois entre joueurs pour se qualifier pour un pay-per-view. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. Et enfin, la nouveauté que vous attendiez tous, les commentaires sont désormais assurés par Michael Cole, mais aussi Byron Sexton. Et non mais sauvons quand même la mise, et Corey Graves. Première fois que Corey Graves est dans un des jeux vidéo 2K. Apparemment ils ont bien réenregistré les choses. J'imagine que si c'est cette équipe là, donc du coup en fait Byron non plus était pas dans les autres jeux, donc ça veut dire que tous les commentaires normalement seront neufs, vu qu'il y a que Michael Cole. Ils vont pas leur ressortir ces vieilles phrases de Michael Cole, enfin j'imagine pas. Donc voilà, et puis ils promettent aussi des visages plus réalistes, tout ça, enfin bref, ça on attend de le voir parce que franchement le jeu visuellement les 2 dernières années il a pas beaucoup évolué. Est-ce que tu lui joues vaguement, ou quel est le dernier auquel t'as joué, Ring? Touquet, moi je sais que j'ai les 2 derniers, et à chaque fois je commence à y jouer et j'ai d'autres trucs qui viennent, et les modes enfin en fait ça prend tellement de temps. Le moindre mode de jeu dans ce jeu, WWE Universe, c'est le truc qui dure. Ça dure 300 ans. C'est ça, exactement. Faut passer un temps à fou à créer son personnage, etc., etc. Ouais, non, j'avais pris le dernier. Moi, j'ai pas été très convaincu. J'ai pas beaucoup joué au final. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution du moteur graphique là, si j'ai bien compris. Donc ça pourrait être sympa pour un peu passer à la nouvelle génération, quoi, parce que ça commence à être vieillot, clairement. Ouais. Et puis ma foi, un espèce de mode de tournoi qui permet de jouer avec les autres joueurs, etc., etc. Vraiment un peu orienté e-sport, j'ai l'impression, ça peut être sympa aussi. Ouais, et le fait que ça soit dans un mode un peu fun. Enfin, moi pour le coup, je pense pas que c'est vraiment. Enfin, j'imagine pas un e-sport autour de 2K, parce que de toute façon l'équilibrage entre les catcheurs il est pas là. Enfin, ça a toujours été n'importe quoi l'équilibrage dans ces jeux-là. C'est qu'il y a, tu sais qu'il y a genre 5 catcheurs qui sont au-dessus de tout le monde. Mais par contre ça peut être sympa ce mode de jeu pour juste pour le fun, et justement c'est pas là où on va trouver les joueurs qui spamment les contres et tout ça. Encore que ils ont bien réduit ça dans le dernier jeu. Je vais regarder si ton image freeze toujours. Oui, ton image freeze toujours sur Skype. Ok, d'accord, c'est pas grave. Donc du coup, ce qu'ils ont résolu, oui, dans le dernier au moins, même si je trouve toujours le gameplay un peu trop rigide, c'est qu'ils ont résolu ce problème des spams contre, où quand on jouait en ligne, en fait, c'était genre c'est le premier qui perd, enfin c'est le premier qui fait son contre au mauvais moment. Enfin, qui réussit pas son contre, qui perd, parce que finalement après c'est voilà. Moi j'espère vraiment qu'ils rendent le gameplay un peu plus souple, et surtout les animations qu'il y a un peu moins de collisions. Non, il y a du boulot quand même pour que ce soit un peu à la hauteur des jeux qui se font maintenant, hein, parce que c'était moi je trouvais que c'était vraiment vieillot sur le dernier. Le truc c'est qu'ils ont pas de c'est qu'ils ont pas de concurrence, donc du coup voilà. Et il y a que leur bon vouloir qui va faire que ça va améliorer le jeu, parce que le score du jeu, les ventes du jeu resteront les mêmes, je pense, ad vitam aeternam, à moins qu'ils sortent vraiment un jeu tout pourri, quoi. Mais voilà, ça,
Il n'y a pas de concurrence et il risque pas d'y en avoir avant très très longtemps. Je pense que le prochain jeu, ce serait le prochain jeu concurrentiel, ce serait pas un jeu sur la New Japan. Et ouais, je crois que ça existe d'ailleurs, mais bon, c'est peut-être pas vendu à l'international, donc. Ah ouais, c'est possible. Peut-être qu'ils ont un jeu smartphone. Non, ils ont été en collaboration avec Tekken. Le personnage de King, il a les couleurs de Okada, si je dis pas de bêtises, sur la dernière version. Putain, ça donne une raison d'acheter Tekken pour moi, parce que bon, voilà. Je préférais Injustice, moi. Injustice 2. Bref, on va parler de la New Japan, justement, c'est la quatrième. Enfin, la quatrième, qu'est-ce que je dis Est-ce que c'est la quatrième news ? Oui, c'est la quatrième news. C'est celle-là. Parce que je suis perdu dans mes fiches, donc la New Japan qui organisait donc du coup son G1 spécial aux USA. Donc c'était le 1er et le 2 juillet. Il y a quelques jours. Et puis pendant ce G1 spécial, alors déjà la bonne nouvelle pour la New Japan, c'est que c'était deux soirées qui ont fait complet. Donc du coup c'était au Long Beach Convention Center qui faisait pour le coup dans cette configuration là 2300 places. Forcément les 2300 places ont été remplies en quelques heures. Les réservations étaient je crois débuté il y a peut-être 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Mais donc voilà, et durant ce G1 spécial, il y avait des grosses affiches puisque il y avait aussi un petit comme d'habitude le crossover avec Ring of Honor. Donc on avait Jay Lethal qui a gagné contre Hangman Page. On a eu les Ingobernables des Japon qui ont gagné contre Dragon Lee. Donc du coup Justin Thunder Liger, Titan et Volador Jr. On a eu Chaos qui a donc battu le Bullet Club quand même. Et entre autres, surtout la grosse nouvelle de la soirée, c'est Kenny Omega qui a battu donc Michael Elgin pour la nouvelle ceinture, le IWGP United States Heavyweight Championship. Ne vous arrachez pas la langue. Alors c'est pour se qualifier pour la finale qu'il a battu. Oui, non, il a pas gagné. Il a gagné le premier round. Oui, voilà. Il a gagné le premier round, donc du coup de qualification, etc. Mais surtout, donc du coup, c'est ce pay-per-view, ce méga show était un petit peu la rampe de lancement de cette nouvelle ceinture. Et le succès assez impressionnant parce que c'était aussi diffusé à la télé aux États-Unis sur Access TV. Donc voilà, ils ont eu un deal à la télé, ils ont fait plein pour les 2 dates. Ça annonce que du bon pour la New Japan. Comment tu vois toi, Ring, si tu dois deviner ce qu'ils vont faire pour entretenir un peu ce titre? Déjà, si c'est que le premier round, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont attendre de revenir aux États-Unis pour continuer cette compète, ou ils vont je sais pas, couronner le champion US mais seulement au Japon? Ça c'est la grande question, effectivement. Est-ce qu'il va y avoir est-ce qu'il va y avoir des défenses de titre au Japon de ce titre US, ou si ça va être seulement défendu sur le territoire américain? C'est la bonne question. Qui peut se présenter pour la ceinture? Est-ce qu'on va avoir encore des Japonais, parce que la finale c'était Tomohiro Ishii contre Omega. Donc voilà, on n'a pas eu une finale américaine du tout, puisqu'il y a un Canadien et un Japonais. Donc, voilà. Mais c'est la grande question. J'espère que ce rendez-vous au minimum du G1 spécial USA sera réitéré chaque année. Avec la défense intégrée. Après, ils ont beaucoup moins de shows que la WWE. On n'est pas sur le même calendrier. Entre les deux, la défense de titre, elle peut se faire moins souvent pendant les quelques pay-per-view qu'ils ont dans l'année. En tout cas, voilà, on voit une New Japan qui est vraiment très dynamique en ce moment, qui tente de s'imposer aux États-Unis. On a vu quand même la limite
des possibilités par rapport à la WWE. On voit déjà que là, on est sur une salle de 2300 personnes. Ça n'a rien à voir avec ce que propose la WWE, le type de salle que peut remplir la WWE. Au niveau technique, même si les matchs étaient tous très bons, il y avait quand même quelques défaillances au niveau de la retransmission du show. Toute la mise en image, les choses comme ça, il y a eu pas mal de bugs, pas mal de ratés. Et en parlant de ratés et de bugs au niveau de la mise en image, est-ce que tu peux désactiver et réactiver ta webcam puisque je ne te vois plus du tout. Voilà, là je te vois maintenant. Tu me vois? Voilà. J'ai rien fait. Et bah c'était étrange. Donc, oui, je crois que mon ordinateur est en fin de vie. Hein. Il va falloir investir. On n'ose pas encore demander aux auditeurs s'ils veulent bien participer. Me payer un ordi. Participer pour. Chaud. Non, mais il faut qu'on paye aussi des cours à Raph pour qu'il sache brancher son micro parce qu'il sait payer un micro. Mais comme vous avez pu l'entendre dans le dernier podcast avec Raph, il s'est rendu compte à la fin du podcast que finalement en fait il n'était pas branché. Et donc du coup, voilà. Bon, sur cette histoire de New Japan, on attend encore de savoir, mais ça s'annonce bien et puis ça montre quand même qu'il y a bon. Après, ça reste que 2300 personnes. C'est pas, on est très loin des shows, ne serait-ce que des shows NXT qui rassemblent dans les 10 000, quelquefois 15 000, enfin les takeovers. Maintenant, ils font largement 15-20 000 personnes, quoi. Donc voilà, on en saura plus bientôt. C'est l'heure de la détente avec la 5e news. C'est la news Impact. La news Impact. Enfin, c'est deux news en même temps en fait. C'est les petites news marrantes du monde d'Impact Wrestling. Je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Hein, ça change de nom toutes les 2 semaines. C'est toujours Impact Wrestling, mais désormais la fédération, c'est la Global Force Wrestling. Si voilà, c'est Global Force. Parce que c'est toujours aussi facile à retenir, Global Force Wrestling. Donc voilà, c'est Jeff Jarrett maintenant qui mène la barque. Première news concernant donc je vais l'appeler la TNA comme tout le monde hein. Donc c'est le maire d'Orlando, Buddy d'ailleurs, qui selon le site WrestleZone était présent au Slammiversary. Enfin c'est pas selon le site d'ailleurs, on l'a vu pendant le pay-per-view. Il était présent au Slammiversary du 5 juillet dernier pour être annonceur en fait. Il me semble que c'était juste au début du show. Mais surtout, il a déclaré, du coup, pendant la soirée, que Impact, c'était le meilleur sports entertainment d'Orlando, que voilà, il y avait rien qui rivalisait avec ce spectacle d'athlètes incroyable. Et donc, j'ai noté, est-ce que il y a une sorte de petite brouille avec Triple H, ou alors c'est juste une flatterie de la TNA qui est là-bas depuis plus longtemps hein, quand même que NXT, c'est-à-dire une quinzaine d'années. Et j'ai marqué personne ne sait, mais il mise sûrement sur le mauvais cheval. Donc, c'est sûr. C'est bon. Sûr. Non, on peut acheter le maire Après, il y a aussi d'Orlando avec 2 tickets pour le spectacle pour ses gosses. Ouais, voilà, et puis du coup, ils l'ont mis. Il a annoncé, je crois, le premier match ou un truc comme ça. Et il y a peut-être le fait, mais alors là, ça serait complètement superficiel, qu'il est démocrate et la famille des McMahon est pas très démocrate. Ah, d'accord. Tout ça, c'est politique. D'accord. Tout ça, c'est Magouille et compagnie. Non, mais voilà, c'était un peu la news inutile et marrante. Et une autre news inutile mais pas forcément marrante, c'est l'apparition de Dixie Carter dans le prochain documentaire WWE 24 qui va être diffusé. Donc du coup c'est le prochain Monday Night Raw, donc ça va être lundi. Celui qui va suivre Great Balls of Fire, voilà, pour les gens qui veulent suivre. Donc oui, non mais je dis lundi, mais le 10. Oui, mais selon la parution de ce Talking Catch, les gens pour qu'ils se repèrent. Donc
c'est le WWE 24 spécial Kurt Angle, forcément, puisque Dixie Carter et Kurt Angle, c'est quand même une grande histoire de promo ratée. Mais donc, du coup, il y a eu un gâchis de talent, effectivement. Ouais, voilà. J'ai regardé quelques vidéos pour me rafraîchir la mémoire, enfin même toute la majorité je les avais pas vues, mais on a eu aussi un petit alors là je suis en train de connecter des trucs, c'est vraiment au hasard, mais j'ai vu aussi c'est le petit pointillé, voilà. un petit teasing il y a quelques jours dont j'ai parlé justement aux camarades du podcast sur le Facebook de la WWE. On nous remontrait un vieux match de Jinder Mahal à NXT contre donc du coup j'ai pas noté son nom de l'époque, son nom de WWE de l'époque, c'était Derek Bateman. Voilà, Derek Bateman. EC3 Ethan Carter III, le faux fils de Dixie Carter. Bref, l'une des top stars de la TNA ces dernières années, je pense au moins ces 3 ou 4 dernières années. Oh, oui. Et donc voilà, on a ça, on a les Hardy aussi, forcément ils ont forcément une discussion avec la TNA en ce moment. Est-ce que finalement ils commencent à faire copains? Est-ce que c'est pour mieux racheter leur catalogue et les enterrer? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, en tout cas il y a j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de références un peu. La TNA est morte officiellement, donc maintenant ils se permettent d'en parler. Et puis, oui, je pense que ça va pas beaucoup plus loin. Ils espéraient effectivement récupérer les vidéos pour montrer un petit peu les matchs d'antan de Samoa Joe, AJ Styles et compagnie. Mais peut-être qu'ils vont faire ça, ouais. C'est vrai que j'y ai pas pensé. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire semblant que la TNA est une ancienne fédé quand ils vont parler à Carter. Et voilà. Et donc du coup, ça fait du pognon pour la TNA au niveau droit d'image et tout ça. Mais ouais. Alors il faut déjà qu'ils payent leurs dettes, la TNA. Ouais. Maintenant, je crois que tout le monde a abandonné essayer de suivre le nombre de dettes qu'ils ont ou quoi que ce soit. Parce que c'est un sacré bourbier. Et voilà. Et l'autre, la dernière. Enfin, c'est pas vraiment une news. C'est j'ai dit, je vous épargne les dernières insultes d'Alberto Del Rio contre la WWE. Voilà. Et les rumeurs. Enfin, j'ai lu qu'il y avait des rumeurs comme quoi ça commence à agacer un petit peu les responsables de Global Wrestling. La Global Wrestling Federation, que Alberto agresse les gens gratuitement. Ouais. J'ai l'impression qu'il fait un peu ce qu'il veut, hein. Alberto Del Rio, il a dû avoir un bon contrat et depuis qu'il est arrivé, il a le premier match qu'il a fait, il a gagné quasiment la ceinture. Là, il vient d'avoir les 2 ceintures unies à Slammiversary. Et on sent bien qu'ils contrôlent pas trop les catcheurs à la Global Force Wrestling, donc effectivement, de leur côté, ils sont peut-être pas contents qu'ils se permettent de faire ça, mais de toute façon, je pense pas qu'ils ont la main sur lui. Il fait à peu près ce qu'il veut, hein, il est en roue libre. Ça a toujours été le bordel là-bas, je pense que c'est toujours le cas. Au vu du dernier pay-per-view, Slammiversary, ça ressemble vachement à ce qu'il faisait avant, donc je pense pas qu'il y ait de grosse évolution là-dedans. Ok. Bon allez, on va revenir aux vraies news. N'hésite pas à relancer ta webcam. Ring. Je ne fais rien. Mais à chaque fois que je dis relancer ta webcam, ton image rebouge. Je ne sais pas pourquoi. Alors c'est peut-être parce que je touche ma souris, tout simplement. Ah oui, d'accord. Tu parles à un écran en veille, en fait, depuis tout à l'heure. C'est ça que tu Non, du tout. Hein. De mon côté, tout est normal. Tout va bien. Nous allons parler du Mae Young Classic. C'est la 6e et dernière news de ce Talking Catch. Le Mae Young Classic, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est tout simplement un petit peu le Cruiserweight Classic des femmes. Donc, ou l'équivalent un peu du UK classique aussi, ou Championship, je sais plus comment ça s'appelait. Donc ça va rassembler la crème du catch féminin international. C'est donc organisé par la WWE. Et ça va être ah oui, j'ai noté la crème du catch féminin international et entre parenthèses et des losers de NXT pendant le premier tour. Et donc du coup ça va être enregistré les 13 et 14 juillet
13-14 juillet et 12 septembre. Mais la diffusion commencera seulement le 28 août, parce que en fait ce qu'ils vont faire c'est que ils vont faire ça en, j'imagine, 3 semaines, oui voilà c'est ça, 28 août, la semaine d'après et ensuite la finale qui va être en direct pour le coup. On a donc 16 participantes de confirmés. J'ai pas en tête exactement le nombre de participants finaux, mais je crois que ça tourne à une trentaine environ. Ça commence avec Princesa Sujhit. Ne vous mordez pas la langue. C'est la seule catcheuse mexicaine pour l'instant du roster. Elle a une grosse cote donc du coup au Mexique, puisqu'elle a gagné en 2015 le championnat international junior du catch féminin, donc du coup officialisé par le Conseil mondial de la lucha libre, ça s'appelle comme ça là-bas. En février 2017, elle a gagné le championnat mexicain national de catch féminin. Donc voilà, côté lucha libre, c'est une des grandes références féminines. Et je vous conseille donc sur certaines de ces catcheuses, en fait j'ai regardé quelques matchs et puis je vous ai noté là je vous conseille Sarah Stock, donc Sarah avec un H, Stock comme le stock contre Princesa Sujhit. C'est disponible sur YouTube et c'est plutôt un bon match, mais j'ai noté que les Mexicains ne savent pas filmer le catch. C'est filmé de loin en permanence. Les mecs, vous faites des choses spectaculaires et vous filmez ça on a l'impression qu'on est à 20 mètres. C'est dommage, mais c'est un match plutôt sympathique. C'est pas parfait, mais si vous voulez vous faire une idée. On a aussi, donc, elle, vous l'avez peut-être vu à NXT, il me semble, il y a 2 semaines. C'est Bianca Belair qui a battu Aliyah dans, donc, du coup, un épisode de NXT. Bon, battre Aliyah, c'est à la portée de Hornswoggle. Donc du coup, on n'en sait pas grand chose, mais c'est une ancienne reine du CrossFit. Elle a eu que 3 matchs télévisés à NXT, dont 2 défaites. Justement, elle a perdu contre Aliyah et pendant une Battle Royale pour le First Contender en mai 2017. Bon, pas forcément un nom à retenir. Par contre, Dakota Kai, c'est une catcheuse néo-zélandaise avec un look, enfin du moins avant elle avait un look très coloré à la Bayley. Elle a travaillé pour plusieurs fédés dont Impact Pro Wrestling à Auckland, pas Impact. Attention, subtilité. Donc ce n'est pas la TNA. Elle y a été championne donc plusieurs fois et elle est passée par Stardom. Donc Stardom, une fédé japonaise qui va revenir très souvent dans cette liste, vous allez voir, puisque Stardom c'est un peu un quart du roster pour l'instant pour le Mae Young classique est passé par cette fédé qui est un peu spécialisée dans les personnages, alors les filles très jolies et les personnages très colorés, etc. C'est un peu c'est un bon équilibre, enfin du moins de ce que j'ai vu, c'est un bon équilibre entre le spectaculaire et un peu le loufoque. Mais donc c'est un peu la référence en ce moment dans le catch féminin. Moi j'en entends beaucoup parler, pas trop suivi, mais apparemment ça a son petit succès. Ouais. Et donc Dakota Kai, quand même catcheuse depuis 2007. Par contre, le truc c'est que au moins elle a un bon passé, mais depuis qu'elle est arrivée à NXT, donc environ 2 ans, on l'a vu juste se faire squasher par Nia Jax. C'est tout ce qu'on a vu. C'est aussi une des thématiques de cette liste, c'est que il y a vraiment des talents indés qui ont un bon palmarès avant leur arrivée à NXT et qui font plus rien pendant 1 an et demi ou 2 ans à NXT. On les voit 3 fois se faire battre par celles qui sont montées par la suite. Vanessa, c'est ce qu'on appelle la Women's Revolution. Ce qu'on appelle la Women's Revolution. Donc Vanessa Borne aussi, et non pas Borgne, donc de son vrai nom Danielle Camella. Donc c'est une ancienne de NXT qui avait disparu après un petit match contre Peyton Royce. Donc du coup pour l'instant j'ai pas noté grand chose sur elle. Beaucoup plus intéressante par contre, Piper Niven. Niven. Alors n'hésite pas à googliser Ringside Piper Niven tout de suite pour que tu vois un petit peu ce phénomène, puisque c'est une écossaise qui pèse près de 100 kilos.
C'est un peu le big show du tournoi. Okay. Elle est blonde, elle fait des choses un peu violentes comme des Michinoku Driver. Et puis, elle aussi est passée par Stardom. Aussi une autre fédération, Insane Champ Wrestling pour les connaisseurs. Donc un profil assez original, hein, sûrement le seul un peu poids lourd du Mae Young classique et qui hésite pas. Un gros gabarit. Qui hésite pas à se sacrifier, hein, si vous regardez sur. Alors j'ai pas noté de match, mais j'ai vu quelques matchs. Elle aime bien risquer, sa vie. Donc... Sympathique. Alors là, on va parler de grandes favorites. Je pense au moins pour être dans la finale, si ce n'est le quart de finale. C'est Kairi Sane. Alors ça c'est son nom à WWE, sinon c'est Kairi Oji ou Ojo, hein, selon les jours au Japon. C'est une catcheuse japonaise, comme vous avez pu le deviner, qui est particulièrement acrobatique. Qui est spécialiste du diving elbow, donc à partir de la troisième corde, hein, sur le poteau. Elle fait des sauts vraiment incroyables, hein. C'est considéré comme un petit peu l'épaule la plus spectaculaire du catch féminin, hein, on va dire. En ce moment, elle a aussi un autre saut du même style qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un phénoménal forearm, hein, de AJ Styles. Même avec un mouvement qui ressemble aussi au Superman Punch. Enfin bref, elle fait beaucoup de choses qui sont vachement stiff au niveau des coups. Des coups de tête etc. Hein, un gabarit qui est assez similaire à Asuka, donc du coup à NXT, même si un peu plus fine, hein, un peu moins musclé, mais donc voilà. Et malgré ce côté un peu casse-cou, donc du coup qui est capable de se sacrifier rapidement, elle aime beaucoup les trucs tout mignons, et donc du coup son costume préféré, c'est le costume de pirate, hein. C'est les costumés en pirate la majorité du temps. Il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube de la WWE où elle nous annonce en japonais son arrivée. Bizarrement c'est pas sous-titré, donc du coup elle parle en japonais pendant 3 minutes et on n'y comprend rien. Et elle est habillée en écolière. Alors, écolière ou pirate, hein, on ne le saura que... Quelle est sa véritable personnalité? Voilà. Mystère. Bon, même si t'as pas vu forcément les autres, t'as vu un petit peu ce qu'elle faisait, Kairi Sane. Oui, il y a du niveau, hein. Visiblement, hein, effectivement, de ce que j'ai vu, effectivement, là, il y a de quoi s'imposer dans le roster féminin. Moi, j'en entends beaucoup parler d'elle aussi, donc visiblement, elle est déjà très populaire, même sans avoir déjà atteint la WWE. Donc, je pense qu'effectivement, on va en entendre parler pendant les années qui viennent d'elle. Hein. Ouais. Un peu total package. Hein. Oui, et elle me faisait un peu penser. Après, bon, j'espère que contrairement à Ibushi, elle restera. Mais justement, elle me faisait penser au profil de Kota Ibushi. Dans le sens où on la voit arriver vers la fin du tournoi. Par contre, à mon avis, elle parle pas. Comme elle parle pas un mot d'anglais, ça va prendre du temps, etc. Je la vois pas non plus gagner. Mais voilà, en tout cas, ça va assurer des très bons matchs. Et une des plus expérimentées de cette liste, c'est Tessa Blanchard, Blanchard plutôt, donc du coup qui est passée par de nombreuses fédés féminines, hein, dont Shine, si vous connaissez, c'est justement c'est dispo sur Flowsport, voilà. Flowslam. Flowslam. On ne sait plus. Donc du coup, oui, Shine, j'avais déjà regardé. Alors c'est il y a des bons talents. Il y a aussi des horreurs, hein, sur Shine, mais on peut trouver des bons matchs. Et aussi, donc du coup, est passé par Women's Superstar Uncensored, qui est aussi une fédération chez laquelle va piocher la WWE pas mal pour ce Mae Young classique. À NXT, pour l'instant, elle a juste eu des défaites contre Alexa Bliss, Nia Jax et Carmella en 2016.
Ouais. Et par contre, elle a eu la bonne idée de prendre sa valise en 2016 et de catcher pour, devinez quelle fédération? Je sais pas, Impact. Non mais c'est la thématique de cette liste. Stardom, Ringside. Stardom, oui. Stardom. Voilà. Donc du coup, elle est partie pour Stardom en 2016 après son expérience pas terrible à NXT. Donc apparemment ça s'est plutôt bien passé parce que justement la WWE veut la retrouver pour ce maillon classique. On a aussi pu la voir, si vous voulez regarder un petit peu un de ses derniers matchs, on l'a pu la voir en Mixed Tag Team Match avec Ricochet à la WCPW, donc du coup What Culture Pro Wrestling, en janvier 2017. Donc voilà, c'est la compagne de Ricochet. Ah oui, la fille de Tully Blanchard des Four Horsemen, catcheur légendaire. Mais je croyais que tu connaissais rien. Ric Flair. Ringside, il m'a menti. Il dit je connais rien au catch féminin, moi les femmes, tu sais, etc. Non, voilà. Voilà. Ah d'accord, je savais pas que c'était sa compagne. Moi je ne suis pas du côté gossip. Hein. Ah oui, bah écoute, je te donne l'info. D'accord. Voilà, bon, pareil que c'est une connasse backstage, mais. Ah bon? ouais, mais bon. D'accord. Bon. Elle a du talent, mais on va voir ce qu'elle peut faire dans un truc où on va la laisser montrer ce qu'elle sait faire. Quoi. Voilà, en tout cas, c'est comme je disais, c'est une des plus expérimentées de la liste. Parmi les deux dernières, alors que je vais vous décrire, il y a Toni Storm. Donc Toni Storm, c'est une Australienne plutôt musclée avec un look un peu de rockeuse. Elle est devenue première championne de la fédération Progress Wrestling, première championne féminine. Progress qui a quand même un gros buzz en ce moment aux États-Unis. Donc elle est devenue championne en mai dernier. Donc c'est vraiment là pour le coup la WWE ils ont chopé la hype direct. Elle a été aussi signée en 2016 à la Stardom. Et oui, elle était aussi à la Stardom. Je suis bon. Donc voilà, et je vous conseille. Alors je pense pas que c'est son plus beau match, mais j'ai vu un petit Toni Storm contre Ginny Indy sur YouTube, qui est sympathique. Donc voilà, si vous voulez voir un peu ce qu'elle donne. Elle a un côté un peu goofy où elle se permet des trucs genre du taunt avec ses fesses et tout ça. Hein. Mais bon. Sinon non mais elle a l'air plutôt fun. Après c'est aussi sympa d'avoir des. On aime bien la révolution féminine. On aime bien les catcheuses sérieuses. On n'est pas contre. On dit moi j'adore Sasha Banks, Charlotte. On les adore. Mais des moments, les filles qui jouent un petit peu avec leur physique. C'est pas un crime. Donc vrai. Voilà, elle c'est un petit peu ça. À côté, elle a l'air totalement correcte techniquement. Et enfin, donc du coup c'est la dernière que j'ai notée. A.B. Leif ou Leif, je ne sais pas comment le prononcer. Anciennement Kimber Lee, et ça, ça va dire des choses à beaucoup de personnes à mon avis. Donc c'est un peu son retour j'allais dire en grâce parce que depuis son arrivée à NXT, bon c'était il y a pas si longtemps, en décembre dernier, en fait elle s'est juste fait battre par Ember Moon et Ruby Riott. Mais donc Kimberly à son époque, donc du coup elle s'appelait Kimberly, elle a quand même eu 2 règnes de tag team à la Woman Superstar Uncensored, hein, donc je parlais tout à l'heure, donc en 2013 et 2015 je crois, et un règne de tag team aussi à une fédération que je ne connais pas vraiment, Shimmer Woman Athletes, et championne Chikara aussi, ça je ne connais pas. Tu connais pas la Chikara? La Chikara. Écoute, tu peux t'en passer, c'est très goofy. T'as déjà vu? Ouais, c'est avec des mecs costumés. Ricochet vient de là-bas, bizarrement. Comment il s'appelle? Oni Lorcan. Il vient de là-bas aussi. C'était Biff Busiek. Simon Gotch. Ah bah. Ils ont pas fait que des bons, quoi. Non, mais c'est très coloré, des gens en costume. Ça prend pas trop les choses au sérieux. Mais c'est c'est aux États-Unis, parce que j'ai pas noté si c'était. D'accord. C'est avec un nom comme ça, moi j'aurais imaginé ça peut-être, je sais pas, Porto Rico.
Ouais, non, ça vient des États-Unis. C'est comment il s'appelle, Mike Quackenbush qui s'occupe de ça, qui était un athlète qui avait pas mal performé à la Dragon Gate USA à l'époque. Mais alors moi j'aime pas du tout, hein, mais bon, ça a son petit succès, petit truc de niche comme ça chez les gens qui aiment bien les trucs un peu goofy, effectivement. Voilà, donc qu'est-ce que j'allais dire, sinon les noms que j'ai pas cités, alors bon, parmi les noms que j'ai pas cités, il y avait aussi Marie-Christine Gabert ou Alpha Female, donc du coup une ancienne de la TNA, de Impact, hein, oui, allemande, pas spécialement de ce que j'ai vu, pas spécialement intéressante dans le ring, mais bon, l'indienne Kavita Devi, la brésilienne Tenera Conti, l'australienne Rhea Ripley ou Demi Bennett, hein, depuis son arrivée, je crois. Sage Beckett, qui donc a été formée par les Dudleys à la TNA sous le nom Rosie Lotta Love. Et voilà, c'était à peu près tout. Hein. Peut-être qu'il me manque 2-3 noms, mais les autres n'étaient pas franchement marquants. Donc voilà, c'était la récap. Qu'est-ce que tu penses que ça peut faire comment ils peuvent mieux faire la transition entre le produit WWE et ce Mae Young classique, parce que quand on y réfléchit, c'est le UK classique, le Cruiserweight classique, c'est des très bons événements. Mais le débouché il est pas terrible. Le UK Championship, on nous le montre, on nous le cache pendant quelques semaines, ensuite on nous le remontre, on dit mais il y a un match pour le titre, on comprend pas vraiment où il est, ce titre, enfin où il est défendu, ou etc. Et les cruisers, finalement on a carrément fait un show pour eux, ça marche assez moyennement. Ouais. Et c'est beaucoup moins excitant, du moins à voir, que cette petite fédé. Alors est-ce que il faut garder, déjà ma première question, est-ce qu'il faut garder cette ceinture Mae Young, ou alors en faire un truc genre je sais pas moi, André the Giant, c'est-à-dire c'est pas vraiment une ceinture, c'est plus un trophée, quoi. Ouais, non, il faut que ce soit un trophée, il n'y a pas de place pour une troisième ceinture. Ouais. De ce que j'ai compris des news qui sont sorties, je pense que c'est plutôt une mauvaise interprétation de ce qui a été dit lors de la conférence de presse, parce que je vois pas du tout créer une ceinture. Elle irait où, la ceinture? Il y a déjà un titre féminin à NXT, il y a déjà un titre à SmackDown, à Raw, ça servira à rien du tout. Mais non, un trophée. Pour les cruisers, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est... Il y a eu le trophée, il y a eu la ceinture, mais il y avait plus de ceinture cruiser. Ça, il y avait plus de. C'était carrément une création de la division. Ouais. Mais là, il y a déjà une division féminine qui existe. Avec une ceinture à chaque truc, c'est pas possible de. Ce serait idiot. Franchement, ce serait idiot. Après, on voit. Comme tu disais, il y a eu des gros coups avec le Cruiserweight Classic Championship, et puis le UK Championship, c'était une réussite aussi. Mais derrière, ça se traduit pas par grand chose. Là, on voit bien cette espèce de cassure entre ce qui se passe sur le network, ce qui se passe à NXT, les trucs que produit Triple H, qui sont super novateurs, qui fonctionnent toujours bien avec le public, tout le monde est toujours content, et ce qui se passe à la télé, les weekly, où là c'est plus géré par Vince et la vieille garde, hein, Kevin Dunn et compagnie, où au final ils ont une autre politique. On l'a vu gravement avec les cruisers, où finalement ça a débouché pour rien. On voit bien que les UK, ils ont pas trop leur place dans les weekly à la télé ou dans les pay-per-view. Sur les filles, ça pourra peut-être mieux se passer, parce que du coup elles vont intégrer, je pense qu'elles auront leur place à NXT derrière, et puis un cheminement vers Euro. Mais on risque encore une fois, sûrement sur un gros coup, on aura peut-être des matchs d'une qualité vraiment supérieure à ce qu'on a le reste du temps dans les weekly. Sans qu'après ça impacte. À mon avis, le traitement des filles sera toujours le même dans les weekly par la suite, malheureusement. Mais... Ouais. Après, ouais, c'est juste, ouais, j'espère qu'ils vont réussir à valoriser un petit peu. C'est un peu compliqué de valoriser finalement. Qu'elles aillent valoriser leur victoire ensuite, s'il y en a, si la gagnante arrive à NXT, elle va pas se trimballer avec un trophée. Donc du coup ouais, c'est un peu compliqué de valoriser il ça, sera aux à moins abords que du ring comme le André ouais, Giant.
À moins que justement ils fassent. Mais non, c'est pas ce qu'ils vont faire parce qu'ils vont faire un show à part. Qu'ils aient mis la finale à NXT quoi, directement. Non, mais à mon avis, la gagnante, elle va avoir un title shot face à Asuka. Ça serait ouais. Et puis, ça serait une bonne idée. Après, à savoir, est-ce qu'elle ira jusqu'à battre Asuka? C'est pas dit. Moi, je vois bien Asuka monter dans le roster sans jamais être battue. Et c'est risqué aussi de faire ça. Hein. C'est risqué de faire ça parce que du coup tu vas forcément tu vas avoir un très bon match et tout ça, mais ça veut dire que genre le premier match après son trophée c'est une défaite contre Asuka et on repart au point. Ouais, bah ils ont fait pire avec les cruisers quand tu vois ce qu'ils ont fait avec TJ Perkins. Hein. Ah oui. Faire débarquer Arrow, même pas la première semaine où il y a les cruisers, enchaîner les défaites, et puis maintenant il est où TJ Perkins alors que c'était quand même lui le premier gagnant du cruiserweight. Ouais. C'est comme d'hab. Ouais. On va avoir un gros événement et puis après c'est pas du tout gagné pour la suite que ça se répercute dans les weekly télé quoi. En plus j'ai l'impression que quand il a gagné TJ Perkins il était heel, enfin il avait un soupçon de je trouvais un peu heel il sortait de la Evolve où il avait un personnage de heel. D'accord. Donc effectivement ça se ressentait encore dans son attitude dans le ring ouais. Bon, et bah ce sera tout. Hein. Oui, donc le dernier truc que j'ai noté, c'est Su Yung, où es-tu? Parce que je connais pas énormément de catcheuses dans l'indé, mais j'aime beaucoup Su Yung. Donc voilà. J'espère. Je crois qu'elle est blessée, elle. Ah bon? C'est pour ça qu'elle peut pas participer. Je crois, mais je suis pas sûr à 100%. D'accord, mais c'est vrai qu'elle est. Alors pour le coup, c'est pas une reine de la technique, mais elle fait des trucs dangereux. Et elle aime beaucoup se mettre en danger et se mettre du package sur la moitié de son corps. C'est une certaine passion. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce Talking Catch numéro 5. D'habitude on fait un débat à la fin, mais là le truc c'est que Mae Young Classic ça nous a pris quand même un bon temps. On remercie tous les gens qui nous ont demandé de refaire Talking Catch, donc du coup Camille Bourg et les autres personnes dont je me souviens plus, mais donc voilà, on vous remercie beaucoup. N'oubliez pas que Catch Up, eh bien c'est toutes les semaines, c'est Monday Nitro, donc le Catch Up rouge généralement qu'on publie vers le mercredi ou le jeudi. C'est le catch-up bleu SmackDown, le supplément SmackDown avec Yerem et Giscal. Donc voilà, catch-up rouge généralement c'est moi, Ringside, quelquefois Raph ou l'Amiral. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes, sur PodCloud, bien entendu sur YouTube. Si vous nous voyez maintenant, n'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand on fait des vidéos un peu spéciales. Là par exemple on a ressorti Talking Catch, on a prévenu personne, on est ouf. C'est comme ça à l'arrache. Donc voilà, n'oubliez pas ma super review du bouquin NXT, hein, j'ai pratiquement fini, donc du coup là je vais faire un brûlot sur ce bouquin NXT. Ça va dénoncer. Qui n'est pas forcément passionnant, etc. Et puis voilà, on va peut-être faire gagner des petites choses bientôt, parce que je me rends compte que j'ai de plus en plus de goodies WWE chez moi dont je ne me sers pas. Donc je vais peut-être vous les offrir, ils sont en très bon état, ne vous inquiétez pas. Je remercie Ringside d'être venu pour son expertise. C'est moi qui te remercie pour tout ce travail accompli. Travail abattu. Donc on va vous retrouver pour le prochain épisode. On va essayer de faire ça, donc du coup maintenant régulièrement, c'est-à-dire fin juillet, pour le prochain Talking Catch, revenir un petit peu sur le mois. On vous donnera sûrement nos meilleurs moments, etc. Un petit débat et tout ça. Ça sera plus consistant là on l'a un peu redémarré comme ça en 2-2. On vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch et à bientôt. Salut. Ciao ciao.